opérants. On a parlé des opérants en général et je vous ai dit que normalement, les opérants, il y en a des gènes régulateurs et les gènes régulateurs, ils peuvent être normalement placés à proximité de l'opérant, comme dans ce cas-là, l'opérant lactose, où on retrouve le gène régulateur qui est là, à côté, juste à côté de l'opérant lactose, de l'opérant. Mais dans d'autres cas, ce gène-là peut être très très loin, comme dans le cas de tryptophane, et il va agir, bien sûr, après transcription et traduction, on a une protéine qui va être soit un répresseur, comme dans ce cas-là de l'opérolactose, et il va venir se fixer là, réguler cette partie-là de l'opérateur à la région du promoteur, et il va permettre de réguler la transcription là, de cet opérant. Bon, on va voir au niveau de cet opérant, la régulation, comment ça se passe. Alors, dans le cas où il n'y a pas de lactose, là, ça, c'est le LAC-I. LAC-I. Voilà la production de cette protéine. Et bien sûr, cette protéine, comme on a dit la dernière fois, normalement, et c'est un tétramère. Donc, voilà la protéine, la sous-unité, elle est formée. Et bien sûr, les 4 sous-unités vont constituer un tétramère. Et ce tétramère, c'est celui-là qui est actif et il va y aller se fixer sur la région du promoteur qu'on appelle un opérateur. Donc là, c'est le répresseur. On l'appelle un répresseur. Ça, c'est le LAC-I. LAC-I, c'est le gène. Il nous donne un répresseur LAC. Et ce répresseur, il va se fixer, dans ce cas-là, sur l'opérateur. Donc là, c'est à côté, c'est au niveau du promoteur. Donc là, le répresseur, c'est une protéine. L'opérateur, c'est une séquence. Là, c'est la protéine. Là, c'est la séquence d'ADN. Donc, en fait, c'est une protéine. Comment c'est une? Ça, c'est un autre exemple de quoi? DNA binding protein. DNA binding protein. Et comme il se fixe à ce niveau-là de manière spécifique, il ne se fixe pas n'importe où dans le génome, seulement sur cette région-là. Donc, cette séquence-là devrait être une séquence spécifique, puisqu'il va reconnaître seulement cette séquence-là. Donc, c'est une séquence qui est spécifique, qu'on va retrouver au niveau de l'opérateur. C'est une séquence spécifique. Donc là, ce n'est pas n'importe quelle séquence, mais une séquence spécifique. C'est une séquence au niveau de l'opérateur. C'est comme dans le cas de sigma 70, il se fixe de manière spécifique sur l'élément moins 10. Et ça, c'est très important. Également là, il reconnaît une séquence spécifique au niveau de l'opérateur. D'accord. Donc là, c'est ça ce qui se passe. En général, toujours le LAC-I, il est transcrit, mais il va se fixer sur l'opérateur. Et dans ce cas-là, quand il se fixe sur l'opérateur, là, donc là, l'ARN polymérase ne peut pas se fixer ici. Donc, comme il ne peut pas se fixer, donc il n'y aura pas de transcription. Donc, une fois ce répresseur il se fixe, donc là, l'autre, il ne peut pas se fixer. Donc là, c'est comme s'il y a une compétition là, mais là, il est fixé. Donc, il va empêcher la fixation de l'ARN polymérase. On va voir. On va voir est-ce que normalement, on va voir les séquences et vous allez voir pourquoi. Alors, d'autre part, en présence de lactose. Voilà là, le LAC-I là également. Voilà, LAC-I, il est synthétisé. Voilà votre tétramère. Alors, normalement, il devrait y aller se fixer. Mais là, en présence de lactose, qui est représenté ici, lactose va se fixer sur le répresseur. Et quand il se fixe sur le répresseur, regardez, là, il est fixé, il change de conformation, la structure change de
de répresseur, et dans ce cas-là, il ne reconnaît plus, la séquence de l'opérateur. Donc, une fois, c'est-à-dire là, quand on regarde le répresseur, hein, on regarde le répresseur d'un répresseur. Donc là, il a fixé quoi? Il a fixé le lactose. Donc le répresseur, d'après ce qu'on a vu ici et ce qu'on a vu ici, le répresseur, il a deux sites de fixation. Donc le répresseur, il a deux sites de fixation. Le premier site de fixation, il fixe l'opérateur. Le deuxième site de fixation, il fixe le lactose. Voilà, deux sites de fixation. Mais la fixation de lactose va changer la conformation de répresseur, et dans ce cas-là, le site de fixation, il n'existe plus, le site pour fixer l'opérateur. Donc là, quand il fixe la lactose, il change de conformation, et ce site-là, il ne peut plus fixer l'opérateur. Donc c'est la même protéine. Une fois il fixe le lactose, il change de conformation, il ne peut plus fixer l'opérateur. Et dans ce cas-là, en présence de lactose, le répresseur ne peut plus se fixer, et là, l'ARN polymérase, il est fixé ici, voilà, et il va transcrire. Et comme ça, on a cette ARN polycistronique qui va nous donner la bêta-galactosidase, la perméase et la transacétylase. Donc, une fois le lactose il est fixé, il y aura sur le répresseur l'ARN polymérase va réaliser la transcription, et après, on aura la traduction, et comme ça, on aura la bêta-galactosidase qui peut dégrader ce lactose. Donc voilà, c'est un système de régulation. C'est par le lactose qui va permettre dans ce cas-là, il va induire. Donc le lactose là, donc il va permettre une induction. C'est un inducteur, le lactose. Le lactose, dans ce cas-là, il va induire le système-là. Donc, la présence de lactose, il va empêcher la fixation de répresseur sur l'opérateur, et il va induire la transcription. Dans ce cas-là, on aura la transcription. Donc, c'est une manière, de manière indirecte, il va induire en se fixant sur le répresseur. Et comme ça, le système il est activé, il y aura possibilité de synthèse de bêta-galactosidase. Donc, vous voyez la différence. En absence de lactose, il y a fixation de répresseur, sur l'opérateur. En présence de lactose, le répresseur change de conformation, parce que le lactose se fixe sur ce répresseur, il va changer de conformation, et dans ce cas-là, il ne peut plus se fixer sur l'opérateur. Et bien sûr, dans ce cas-là, il y a la région du promoteur, elle est libre, et le facteur sigma avec l'ARN polymérase peuvent, dans ce cas-là, permettre la fixation, peuvent se fixer sur le promoteur, et l'ARN polymérase va réaliser une transcription de cet opérant qui va nous donner cet ARN messager polycistronique, et après, on aura la traduction, suivie d'une traduction des trois enzymes. Et la bêta-galactosidase, après, elle est capable de dégrader ce lactose en galactose et glucose. Alors, l'analyse moléculaire de cet opérant lactose. Voilà, je vous donne cette expérience seulement pour voir, ça c'est une méthode moléculaire qu'on utilise, qui est utilisée. C'est-à-dire là, on prend cette région-là, la région qui contient on va mettre ça là, voilà, lac I, lac Z parfois, pardon, lac Z, ça c'est lac Z. Là, c'est la région qu'on va voir, c'est la partie 5' du gène lac Z. Ça, c'est la partie 5', et bien sûr, qui va contenir la région du promoteur. D'accord?
Donc, voilà la région, c'est cette région-là qui contient le promoteur. Alors, et après, on va rajouter le LAC-I. Là, on rajoute plus LAC-I. Donc voilà, on va mettre un tube. Ça, c'est le tube Eppendorf. On va mettre cette partie-là. On va mettre ça, c'est l'ADN 1. Ça, c'est le... On va mettre ça, ça s'appelle A. On va le mettre ici. Et, d'accord. Et on a le tube B. Ça, c'est le tube. Et on va mettre... On va mettre ça. Et on va mettre également les deux. Vous voyez? Donc là, en premier, on a mis seulement... Là, vous avez seulement l'ADN. Et là, vous avez de l'ADN qui correspond au LAC-Z plus LAC-I, ou bien là, c'est la protéine répresseur. C'est le répresseur. Là, c'est le répresseur. Quand je parle là, c'est le répresseur. Je vais mettre répresseur au lieu de LAC-I. D'accord, c'est mieux. On va mettre répresseur. Comme ça, vous allez comprendre, parce que sinon, vous allez confondre avec le gène LAC-I. Pour ne pas le confondre, je vais mettre tout simplement, je vais mettre ici le répresseur. D'accord. Et dans ce cas-là, également, je vais mettre, d'accord, voilà. Là, pour ne pas confondre également, ça c'est de l'ADN, comme ça vous allez comprendre. Ça c'est de l'ADN qui contient LAC-Z. Et là, j'ai rajouté ici plus répresseur. Alors, d'accord. Alors, représentons deuxième fois cette ADN, il est là. Votre ADN, il est là. Et dans ce cas-là, votre ADN, il est là. Et la protéine, cette protéine, elle est là. Là. Donc là, il va, comme il y a dans cette région-là, il va se fixer. D'accord? Il se fixe. La différence entre ce tube-là et ce tube-là, dans ce cas-là, on n'a pas rajouté le répresseur, donc il n'y a pas de fixation. Là, il y a de fixation. Et là, c'est seulement pour savoir, c'est-à-dire l'objectif de cette expérience, c'est de déterminer, là, on peut déterminer la séquence, c'est là, on peut déterminer la séquence qui est protégée par le répresseur. C'est-à-dire la séquence où votre répresseur s'est fixé. Là, à partir de ça, voilà, on peut réaliser, dans ce cas-là, la détermination de la séquence d'ADN protégée par le répresseur. D'accord? C'est ça ce qui était réalisé ici. C'est ça l'expérience, en fait. On prend ce morceau-là, au niveau 5' du gène, là, de la partie LAC-Z, de 5', là où se trouve là, le promoteur. On va mettre dans un tube l'ADN tout seul. Ça, c'est le témoin. Et là, dans l'autre, on a rajouté, là, avec le répresseur. Il s'est fixe. C'est ça l'expérience. Regardez là. Ça, c'est son répresseur. Et dans ce cas-là, on a rajouté le répresseur. Alors, quand il y aura, on va rajouter après certains
produit pour essayer de modifier. Donc, quand il va là, ce produit-là qui va toucher, il peut toucher sur plusieurs séquences. Mais là, quand on rajoute la protéine, regardez là, cette flèche-là, il ne peut pas toucher cette partie-là parce qu'il est protégé. Mais par contre, ce qui n'est pas protégé, il peut le toucher. Et comme ça, après, on peut le couper à partir de là. C'est-à-dire, si j'ai un moyen pour couper à ce niveau-là, couper à ce niveau, je peux couper, sauf cette partie-là qui était protégée. Et donc, je peux obtenir plusieurs fragments que je peux regarder ici. Et comme ça, je peux savoir, là, dans le cas où c'est protégé, je ne peux pas couper. La partie qui est protégée, je ne peux pas la couper. Et je peux déterminer la séquence. Je peux déterminer la séquence. D'accord? Ça, ils ont utilisé la méthode qu'on appelle de séquençage de Maxim and Gilbert. Ça, ce que vous avez normalement, vous avez vu au niveau de la biochimie structurale, c'est le séquençage chimique. Ce n'est pas le séquençage enzymatique. Parce que nous, ce qu'on va voir cette année, au niveau des techniques de biologie moléculaire, c'est le séquençage enzymatique. Parce que c'est ça, ça rentre dans les techniques de biologie moléculaire. Le séquençage qui est normalement Maxim Gilbert, on n'utilise presque plus. On l'utilise seulement pour des cas particuliers. Et ça c'est un séquençage chimique. Ça rentre dans la biochimie structurale, le séquençage chimique. Alors, dans ce cas-là, on va déterminer la séquence, voilà, cette séquence qui est protégée. Regardez, la protéine est protégée. Je ne peux pas couper, je ne peux pas toucher cette partie-là de la séquence. Et c'est pour ça qu'elle est protégée, c'est cette partie-là. Regardez là, ça c'est l'ADN sans protéine. Quand je rajoute le protéine, il y a cette partie-là et elle est protégée. Dans ce cas-là, le tube qui ne contient pas la protéine, je retrouve ça. Le tube qui contient l'ADN et la protéine, je retrouve cette partie-là qui manque. Donc ça veut dire que c'est une partie qui était protégée par l'ADN et chaque point, chaque fragment, il correspond à une séquence, à une base particulière, une séquence particulière et comme ça, je peux déterminer la séquence. Ainsi, ils ont déterminé, ils ont retrouvé que normalement, voilà la région qui est protégée par le répresseur. C'est ça, l'ADN couvert par le répresseur, vous avez ça dans votre polycope, c'est cette partie-là. Donc, c'est cette partie-là qui est protégée par le répresseur. Et vous regardez cette région qui est normalement protégée par le répresseur, il chevauche avec l'ADN couvert par l'ARN polymérase. Avec cette partie-là, c'est celle-là au niveau du promoteur qui est couvert par l'ARN polymérase. Il contient bien sûr le moins 10 et le moins 35. Et quand le facteur sigma se fixe, il protège toute cette partie-là. Ça, c'est la partie couverte par l'ARN polymérase. Donc, quand il se fixe, il va. Donc, cette partie-là, regardez là, il chevauche avec celle où se fixe le répresseur. Donc, le répresseur, une fois il est fixé ici, il ne va pas laisser l'ARN polymérase se fixer sur l'autre partie. Ça, c'est une démonstration claire et nette que les deux parties se chevauchent. Le promoteur, il est localisé entre, donc le promoteur, il est localisé entre moins 48 à plus 12. Donc là, c'est le plus 12 et là, c'est le moins 48. Et la partie qui est couverte par le répresseur, c'est entre moins 5 et plus 21. Donc, les deux parties, les deux régions qui va être couvertes, la région qui va être couverte par l'ARN polymérase et celle qui va être couverte par la fixation de répresseur, c'est qui va être couverte par le répresseur, ça chevauche. C'est ça, ce qui est clair ici. Et donc, cette partie-là qui est couverte par le répresseur, c'est ça ce qu'on appelle l'opérateur. On appelle ça l'opérateur. L'autre, c'est la région, c'est le promoteur. C'est pour ça que toujours, j'écris quand vous regardez, quand je dessine l'opérant lactose, j'écris P et O. Ça, c'est pour promoteur et opérateur. Et là, j'écris LAC Z, ainsi de suite. Donc, ce sont deux régions qui se chevauchent. Et donc, c'est pour cette raison-là que quand on a une fixation de répresseur ici, dans le cas en absence de lactose, il se fixe, il n'y aura plus possibilité de l'ARN polymérase, il ne peut pas se fixer sur cette région-là, donc il n'y aura pas de transcription. Par contre, quand il y a le lactose, le répresseur change de conformation, il ne se fixe pas, et dans ce cas-là, l'ARN polymérase, vu que le facteur sigma peut se fixer, et l'ARN polymérase peut transcrire
l'opérant lactose. Alors, d'accord? Le deuxième point, ça ne résout pas le problème ici, au départ, qu'on a vu. Quand on a rajouté, là, cette expérience-là, quand on a rajouté le glucose plus lactose. D'accord? Donc, en fait, quand on a rajouté le lactose, ici, au départ, qu'est-ce que vous attendez quand on rajoute le lactose? Donc, au départ, on a rajouté glucose plus lactose. Le lactose, qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit l'autre fois? On a rajouté un milieu qui contient glucose plus lactose. Glucose plus lactose. Le lactose, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est l'opérant lactose. Vous savez comment ça marche? Oui ou non? Vous êtes endormi? J'attends votre réponse. Sinon, j'arrête le cours. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Bon, si vous m'entendez, qu'est-ce que le lactose, qu'est-ce qu'il va faire? La présence de lactose. Monsieur, elle va empêcher la fixation de l'opérateur. L'opérateur, c'est une séquence. Ce n'est pas l'opérateur, c'est le... Monsieur, en présence de lactose, le répresseur change de conformation et ne se fixe pas. Alors, l'ARN polymérase peut se fixer et faire la transformation. La transformation. La transcription. D'accord. Donc là, regardez là. Au départ, on a le lactose. Donc dans ce cas-là, il peut synthétiser, dès le départ, il peut synthétiser la bêta-galactosidase. Oui ou non? Donc là, il y a le lactose. Présence de lactose. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Fixation sur le répresseur. Donc là, changement de conformation. On n'aura pas de fixation de répresseur sur l'opérateur. Et donc là, conséquence, on aura la transcription, on aura généralement transcription de l'opérant lactose par l'ARN polymérase. D'accord? De l'opérant lactose. Donc, plus lactose, fixation sur le répresseur de lactose, fixation de le lactose va se fixer sur le répresseur, changement de conformation, pas de fixation sur l'opérateur et transcription de l'opérant lactose. Et donc, on aura synthèse de la bêta-galactosidase. Est-ce qu'il apparaît ici? Il n'y a pas de synthèse de bêta-galactosidase. Vous voyez? Oui ou non? Normalement, le lactose, ça existe dès le départ. Mais regardez la bêta-galactosidase, elle est synthétisée qu'une fois que le glucose a diminué dans le système, le glucose commence à diminuer dans le système, c'est là on commence la synthèse de la bêta-galactosidase. Une fois on n'a plus de glucose, c'est là qu'on commence à synthétiser la bêta-galactosidase. Donc, il y a une régulation de plus. Il y a quelque chose qui manque encore. D'accord? Parce que si l'opérant lactose, on le laisse comme ça, comme on a vu, c'est-à-dire, dès le départ, je m'attends à une synthèse de bêta-galactosidase. Parce que le lactose s'est fixé, le lactose existe dès le départ en présence de glucose, il y a le lactose. Le lactose va se fixer sur le répresseur, et comme il va se fixer sur le répresseur,
Donc, le répresseur change de conformation et ne se fixe plus sur l'opérateur et il y a possibilité de transcription. Il y aura transcription de l'opérant lactose et traduction qui va être suivie par une traduction. Mais là, je ne retrouve pas de la bêta-galactosidase. Donc, il y a une autre régulation qui se passe ici, à ce niveau-là. En présence de glucose, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc, il y a quelque chose de plus. Alors, on va regarder maintenant ce promoteur. Quand on regarde le promoteur, qu'on a le promoteur de la séquence -10, on revient maintenant, on regarde le promoteur comment il est. Ce promoteur, il contient, regardez la séquence -10 et la séquence -35. Il contient TA, TG, TT, et on sait très très bien que cette séquence-là, c'est la séquence qui est -10, et est très importante pour la fixation. C'est là il y a une grande fixation de le facteur sigma 70. Alors, on regarde la séquence que normalement on se retrouve, généralement TA, TAA, T. Ça, c'est la séquence consensus. TA, TA, AT. Donc, c'est la séquence consensus, c'est TA, TA, AT. Regardez la différence, c'est énorme, surtout ces deux points-là. Ces deux-là, il y a une différence par rapport à ces deux. Donc là, on appelle que normalement, cette différence, il est important cette différence, ce sont des séquences très importantes, surtout celui-là, le A. Et donc là, on a un promoteur qui n'est pas optimal, parce que la séquence consensus, qui est la séquence optimale, qui donne une bonne activité, c'est celle-là. Donc là, on a une différence. Donc le promoteur, on appelle ce promoteur faible. Donc la fixation, il y aura fixation, mais avec très, très, très faible de votre facteur sigma avec l'ARN polymérase. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle ce promoteur, c'est un promoteur faible. Le promoteur qu'on a ici, c'est un promoteur faible. Regardez, même au niveau -35, vous avez là TTG-ACA, et là, on a TTT-ACA, c'est-à-dire là, au lieu de G, on a un T qui a changé, et ça pose également un problème. Et donc là, on est en présence d'un promoteur faible. C'est-à-dire un promoteur faible. Une fois on rajoute, j'explique, je rajoute le lactose dans le milieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Le lactose, quand je rajoute le lactose va se fixer sur le répresseur et le répresseur ne peut plus se fixer sur l'opérateur. Donc là, on s'attend à quoi? À avoir, et l'opérateur est à côté d'un promoteur. Donc là, je m'attends à avoir une transcription. Je m'attends à avoir une transcription de l'opérant lactose. D'accord? Vous êtes habitué, on a répété plusieurs fois ça. Présence de lactose. Le lactose se fixe sur le répresseur. Il n'y aura pas possibilité de fixation de répresseur sur l'opérateur. Et donc, le promoteur, il est libre. Et le promoteur, là, il y aura possibilité de fixation de l'ARN polymérase avec son facteur sigma. Et il y aura transcription. Mais cette fixation, normalement, cette transcription, comme le promoteur il est faible, la fixation elle est faible, elle ne se fixe pas de manière très importante. Et donc, dans ce cas-là, on a une transcription. On va mettre cette transcription, on va la déterminer, c'est une transcription faible.
Donc, c'est-à-dire, au lieu de synthétiser peut-être 1000 ARN messagers polycistroniques, il va synthétiser un seul ARN messager ou bien 10 ARN messagers. Parce que là, la synthèse, comme je l'ai dit, toujours, il y aura plusieurs molécules synthétisées à partir du gène d'ARN messager. Là, peut-être, au lieu de synthétiser 100, il va synthétiser une seule molécule d'ARN messager. Donc, c'est une transcription qui est faible. D'accord? Voilà un autre point de régulation. Donc, on a des promoteurs forts, des promoteurs optimaux, des promoteurs faibles. Vous vous rappelez, quand j'ai parlé au niveau de cette région de promoteurs, avec la présence du UP, et j'ai parlé des gènes d'ARN ribosomique, je parle de promoteurs forts. Je parle là de la présence de cette séquence moins 10, moins 35, d'une séquence qui est optimale, une transcription qui est optimale. Et là, je parle, là, il y a un problème au niveau de cette séquence moins 10 et de cette séquence moins 35, et là, on est en présence d'un promoteur faible. Donc là, en fait, c'est comme si vous avez une échelle au niveau de l'activité, je vais appeler l'activité transcriptionnelle. D'accord? Donc, ça dépend de la séquence, de cette séquence moins 10, séquence moins 35, et surtout cette séquence-là, l'activité va changer. Regardez la présence d'une autre. Donc, ça dépend de la séquence, en fait, de manière générale, de votre promoteur. Parmi la séquence de promoteur, c'est moins 10, moins 35. La présence de UP, augmente l'activité transcriptionnelle, donc promoteur fort. La séquence consensus, on a une séquence consensus, ça vous donne une activité transcriptionnelle. Des variations au niveau comme ce promoteur faible, comme ce promoteur qui est faible, là encore, on va diminuer vers cette partie-là. On va descendre. Donc, c'est comme s'il y avait un essai. Ça dépend du pourcentage d'activité. Est-ce qu'on est à 100% d'activité transcriptionnelle, un promoteur très très fort, ou bien on va diminuer peut-être vers 70, 75, c'est un promoteur, ou bien 50, je ne sais pas, promoteur optique. Et là, la variation au niveau de cette séquence-là, il va diminuer l'activité transcriptionnelle. Un promoteur faible, il va permettre une synthèse faible d'une transcription faible. Donc, on va avoir une quantité d'ARN messager qui est faible. Donc, c'est quantitatif, c'est pour ça. C'est au niveau de cette séquence-là, ça dépend de votre séquence. Alors, bon, on a un promoteur faible. Donc là, il y a un problème. C'est pour cette raison-là, avec ce promoteur faible, on n'arrive pas à vraiment synthétiser, donc premier, cette bêta-galactosidase. Peut-être une synthèse qui est très faible qu'on ne détecte pas. C'est une synthèse qui est très, très, très faible qu'on ne détecte pas au départ. Vraiment indétectable par notre système de cette ONP. Il est très, très faible, c'est-à-dire rien du tout. Presque rien du tout. C'est indétectable. Alors, donc, ce promoteur qui est très faible, qui synthétise vraiment peut-être rien du tout, c'est une seule molécule, ce n'est pas une centaine ou bien milliers de molécules, donc ça reste indétectable. Mais il y a là, comment il est activé à un moment donné? Pourquoi on le voit ici? Pourquoi il y a activité? On est toujours dans le même système. La seule différence, c'est le glucose ici. Le lactose, il est là tout le temps, mais il n'est pas utilisé. Mais seulement le glucose qui commence à être diminué dans la cellule et dans l'environnement, et c'est ça qui a permis d'augmenter cette activité bêta-galactosidase. Donc là, il y a une synthèse, une activation de cette transcription. Il n'est plus simple, on a un promoteur faible, et là, il est activé. Comment il était activé? On va voir tout d'abord. Qu'est-ce que c'est? On va voir tout d'abord, on va parler de l'AMP cyclique. L'AMP cyclique. Vous connaissez ce que c'est l'AMP cyclique? Vous avez vu ça quelque part cette année? Oui ou non? Est-ce que vous avez vu l'AMP cyclique? Oui, monsieur. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à Un quoi? intermédiaire hormonaux, peut-être. Ah, peut-être. Ça sert pour certains types de régulation que vous avez au niveau physiologique. D'accord. Bon, c'est bien.
Donc, vous vous rappelez, il est quelque part. L'AMP cyclique, oui. Alors là, je vais vous donner, vous savez sa structure? Est-ce que vous savez sa structure? C'est simple, c'est simple. Regardez. Si vous apprenez, vous allez mémoriser, vous allez oublier, mais il faudrait comprendre un petit peu comment ça se forme. Vous n'allez jamais oublier comment ça se forme l'AMP cyclique. D'accord? Bon, je vous donne une astuce. C'est très simple, c'est pas une astuce, c'est simple, c'est logique. C'est un common sense. Regardez, ça c'est l'ATP. D'accord? L'ATP, ça, tout le monde le connaît, c'est, voilà, on va le... On va mettre là. On va prendre l'ATP. D'accord? L'ATP, voilà votre ribose. Vous avez le OH, OH ici. Voilà le 1'. Et là, vous avez l'adénine. C'est la base, azotélé fixé ici. C'est là, c'est pour ça. Et là, on a le CH2. Et là, le O. Et là, vous avez le phosphate, phosphate, phosphate. D'accord? Ça, c'est votre ATP. Oui ou non? Vous le reconnaissez, c'est l'ATP, ça. Oui? Oui, monsieur. D'accord, c'est ça. Donc là, ça, c'est le 1'. Ça, c'est 2'. Ça, c'est 3'. Ça, c'est 4'. Et ça, c'est le 5'. D'accord? Ça, c'est la structure de l'ATP. D'accord? Alors, et ça, c'est le phosphate. Vous avez le alpha, le bêta et le gamma. Alors, regardez, quand on a parlé toujours de la liaison ester, phosphomonoester. Vous vous rappelez? La liaison phosphomonoester. D'accord. Une liaison phosphomonoester, vous avez une ici. Ça, c'est une liaison ici. Je vais la tracer avec une autre couleur. Elle est là. Voilà une liaison phosphomonoester. Si vous avez un autre, c'est-à-dire GTP, ATP, tout ça, pour se fixer ici, il va se fixer où? Pour réaliser la liaison phosphore, c'est-à-dire au cours de la synthèse, par exemple, d'un ARN messager. Il va se fixer où? Vous avez une autre base. Il va se fixer où? 3' ou 2'. 3'. C'est-à-dire là, vous avez une autre, il va se fixer ici. Il va créer la liaison phosphodiester, monoester, et ça va créer, là, ça va être une liaison phosphodiester après. C'est ça ce qu'on a vu au niveau de l'ADN, au niveau de l'ARN. Là, c'est ça, l'ATP, ça permet au niveau de la synthèse de l'ARN. L'ATP, GTP, UTP et CTP. D'accord. Alors, je vais vous donner là, regardez, là, on a deux, voilà. Regardez ces deux OH. On va commencer, on va oublier celui-là, le 3'. Donc là, c'est un 5'. Si on a, premièrement, je vais vous tracer un autre, ça va vous donner une facilité à comprendre. Pour comprendre, voilà, je vais tracer un autre et après, je vais éliminer pour comprendre. Et voilà, CH2, phosphate, phosphate. Et là, c'est le OH, OH. Donc là, il y a possibilité d'avoir une liaison entre là et là, avec libération. Et là, ce sera libéré. C'est le phosphate. C'est le pyrophosphate. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est une synthèse. Ça, c'est le 5'. Et là, vous avez le 3'. Et là, vous avez votre 5'. 5'. Là, vous avez une liaison. Donc là, je vais effacer cette partie-là qui était synthétisée. Voilà. Et voilà. Et on aura, ça c'est O. Et on aura cette liaison phosphate.
Voilà. D'accord? Vous voyez, ça c'est au cours de la synthèse, par exemple, de l'ARN. Voilà le 5', il est là. Voilà le 3', et vous avez une synthèse qui est dans ce sens, 5', 3'. Pour la synthèse même de l'ARN, ça va se passer comme ça. D'accord? Et vous avez ici la liaison phosphodiester. Voilà une liaison. Voilà une liaison. Voilà. Voilà une liaison. Et voilà une liaison. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est au cours de la synthèse de l'ARN. Alors, on va éliminer tout ça. Donc, on a la possibilité de synthèse de cette partie-là, comme ça. Mais supposons, on va laisser au lieu, ça, c'est au niveau de synthèse, au niveau de la transcription. Mais au niveau cellulaire, par exemple, au niveau de cytoplasme, au niveau de tout ça, et même au niveau, on peut synthétiser autre chose à partir de cet ATP. Au lieu que normalement, cette liaison va être avec un autre, il peut, c'est là, avec celui-là, avec ce OH là, qui est là, au niveau 3', il peut se fixer sur ça. Et dans ce cas-là, s'il est fixé sur ça, il va libérer, bien sûr, ces 2 phosphates. On a toujours une libération des 2 phosphates. Donc là, c'est le pyrophosphate. Et qu'est-ce qu'on aura ici? Ce phosphate-là, il est associé avec une liaison phosphodiester là, et notre liaison, ça va être un phosphodiester. Et là, il va se fixer sur là. Donc là, ça va s'appeler l'AMP cyclique. C'est de l'AMP, parce qu'il y a un seul phosphate, et c'est cyclique, parce que celui-là, il s'est fixé ici. D'accord? C'est ça l'AMP cyclique, tout simplement. Donc, il se fixe là sur 3'. Il y a, vous allez me dire pourquoi, est-ce qu'il ne peut pas se fixer sur 2'? Ça existe. Il y a de l'AMP cyclique avec le 3', et il y a de l'AMP cyclique également avec le 2'. Ça existe dans la cellule, les deux. D'accord? Et l'enzyme qui va réaliser ça, c'est l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase, parce qu'il va réaliser ce cycle-là. L'adénylate cyclase, adénylate cyclase. Donc, c'est simple à retenir. D'accord? Donc, la structure, c'est maintenant très simple pour vous à retenir. Oui ou non? D'accord, je continue. Donc, voilà, on revient à ça. Regardez. Regardez là, ça c'est votre adénylite, c'est votre AMPC. Voilà l'adénylite que j'ai tracé tout à l'heure, voilà votre ribose, et voilà la liaison que j'ai tracée, phosphodiester. Voilà, votre liaison phosphodiester. Voilà la première qui existait premièrement, et voilà la deuxième qui était créée avec le 3'. D'accord? Donc là, vous avez un AMP cyclique. L'enzyme qui va permettre de transformer ATP en AMP cyclique, c'est l'adénylate cyclase. D'accord. Et il y a possibilité de couper ça. Et dans ce cas-là, on va revenir à ça, c'est de l'AMP. D'accord? Ça, c'est l'AMP cyclique. Voilà la réaction. Et vous avez également ici, ça, c'est l'ATP. D'accord, c'est l'ATP. Donc, l'ATP peut donner l'AMP cyclique, et l'AMP cyclique, quand il est dégradé, il va donner l'AMP. Et là, ça se dégrade. C'est AMP cyclique. Donc, voilà la réaction. ATP donne AMP cyclique donne l'AMP. D'accord? Alors, on a retrouvé que, normalement, au cours de la dégradation c'est-à-dire l'utilisation de glucose, la dégradation dans la glycolyse et tout ça, il y a formation, ce qu'on appelle un catabolite, un produit parmi les intermédiaires de cette dégradation au cours de l'utilisation du glucose, qu'on a appelé X, c'est catabolite, au cours de catabolisme.
de glucose, il y a un catabolite. Celui-là, la présence, c'est-à-dire si j'utilise le glucose, il y a formation, je vais augmenter la présence de ce catabolite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller inhiber la formation de l'AMP cyclique. Donc, en présence de glucose, il y aura inhibition de l'adénine cyclase, il n'y aura plus formation de l'AMP cyclique, et en même temps, il va stimuler la dégradation de l'AMP cyclique. Donc, en fait, le catabolisme il augmente, en même temps, on aura la concentration on enregistre en même temps, ça, d'accord. Voilà. Donc là, en même temps, la concentration de l'AMP cyclique, là, au niveau intracellulaire, bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Il va diminuer, tout simplement. Donc l'AMP cyclique, la concentration, de manière générale, va diminuer, de toute façon. Écrire tout ça, seulement pour retenir ça. La concentration de l'AMP cyclique va diminuer. Donc l'utilisation de glucose, le catabolisme, la dégradation de glucose va permettre d'avoir une augmentation de catabolites qui vont inhiber la production de l'AMP cyclique et dégrader les AMP cycliques qui existent, stimuler, dégrader l'AMP, former l'AMP qui va stimuler ce passage-là de l'AMP cyclique en AMP, et dans ce cas-là, la concentration de l'AMP cyclique va diminuer. Donc, l'utilisation du glucose va diminuer l'AMP cyclique. Alors, voilà. Premièrement, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a une protéine qui s'appelle le CAP. Une protéine qui s'appelle le CAP. C'est catabolite activator protein. C'est une protéine qui est activée, c'est le CAP, par les catabolites. Donc, en fait, cette protéine, elle est activée, voilà, il est activé, cette protéine, seulement par la présence, par la fixation de l'AMP cyclique. S'il fixe le CAP plus AMP cyclique, il fixe l'AMP cyclique. S'il fixe l'AMP cyclique, on a ça. Ça, c'est une forme active de CAP. Ça, c'est la forme active de CAP. S'il y a le CAP tout seul, la protéine, elle est inactive. D'accord? Le CAP, il est actif seulement en présence d'AMP cyclique. Donc, en utilisant le glucose, on a diminué la concentration d'AMP cyclique dans la cellule et donc le CAP, il est inactif dans le cas de la présence de glucose. Mais par contre, en absence de glucose, la concentration d'AMP cyclique va augmenter. En absence de glucose, la concentration d'AMP cyclique va augmenter et le CAP devient actif. D'accord? C'est ça ce qui est résumé dans cette figure. Vous avez l'AMP cyclique. Voilà, elle est là. Ça, c'est votre AMP cyclique. Il se fixe sur le CAP et le CAP, il devient actif. Donc là, vous avez CAP, AMP cyclique. Et donc là, c'est le CAP. Il est. Il ne faudrait pas confondre ce CAP avec le capping. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une protéine. Le CAP, là, il est actif. En utilisant
le glucose, là, la présence de glucose, va diminuer, la concentration d'AMP cyclique va diminuer, et donc là, le cap, il ne fixe plus, il n'y a pas d'AMP cyclique dans la cellule, il a diminué la concentration, et donc là, vous avez un cap, et là, mais le cap là, il ne contient pas, il n'a pas fixé l'AMP cyclique, donc le cap là, il est inactif. Cette protéine cap, c'est une DNA binding protein. Protéine cap, c'est une DNA binding protein, il se fixe sur l'ADN. On va voir. Et il se fixe sur le cap quand il est actif, le cap actif, là, voilà. Il se fixe sur l'ADN. Il y a possibilité de fixation sur l'ADN. Et parmi les séquences, il se fixe sur l'opérant, sur la région de promoteur de l'opérant lactose. Il se fixe sur l'ADN. Parmi, il y a plusieurs fixations. Parmi les fixations, il se fixe sur l'ADN. Parmi, il peut se fixer sur l'opérant lactose. Il se fixe sur l'opérant lactose. Il se fixe sur l'ADN. Et quand il se fixe sur l'opérant lactose, il agit comme un activateur. Il agit comme un activateur. Donc, il se fixe sur l'opérant lactose, sur le promoteur de l'opérant lactose, et il va agir comme un activateur. Donc, voilà, vous voyez, là, il y a un lien. Donc, en présence de glucose, la concentration d'AMP cyclique va diminuer, et donc le cap, il est inactif. En absence, c'est-à-dire s'il n'y a pas de glucose, la concentration d'AMP cyclique va augmenter dans la cellule, il peut se fixer sur le cap, et le cap devient actif, il peut se fixer sur l'ADN, et parmi les régions d'ADN là où il se fixe, il y a l'opérant lactose, au niveau de la promoteur de l'opérant lactose, et quand il se fixe, il devient un activateur. Donc, il va activer la transcription. Donc, voilà, il va activer la transcription. On a regardé de la même manière le site de fixation de cap. Il se fixe juste à côté de promoteur, là. C'est ça la région reconnue par le cap. C'est là où se fixe le cap. AMP cyclique. Tout simplement, ça, c'est un activateur. Tout le temps, il synchronise. Il faudrait que j'arrête sa synchronisation parce que sinon, ça ne va pas nous laisser travailler. Voilà. Alors, le cap, tout simplement là, c'est un activateur. Donc là, c'est un activateur. Là, le promoteur, là, c'est la région, ce qui devrait être reconnu par l'ARN polymérase plus le sigma 70. L'opérateur, c'est la partie reconnue par le répresseur. Voilà cette région de l'ARN, de promoteur de l'opérant lactose, qui est le promoteur, mais on a un opérateur qui est reconnu par le répresseur qui chevauche avec le promoteur, et également, on a avant, parce que le promoteur il est faible, il ne peut pas réaliser en absence de répresseur, en absence de fixation de répresseur, quand le facteur sigma se fixe, il ne donne pas une grande activité transcriptionnelle, mais en présence, là, il y a juste une région qu'on appelle le cap, là où il y aura fixation de l'activateur qui est le cap cyclique. Quand il se fixe, il va activer la transcription devient importante. Et là, vous comprenez pourquoi on
Donc, on revient à notre schéma de départ. Voilà. On revient à ce schéma-là. On va effacer tout ça. Bon. Voilà. Et on va reprendre ce schéma. On va reprendre ce schéma. D'accord. Donc là, pour cette croissance, donc au départ, on a rajouté le glucose plus lactose. En présence de lactose, donc quand on a rajouté plus lactose, le lactose, qu'est-ce qu'il va faire? Le lactose, on a rajouté le lactose. Le lactose, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le pot, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de la Il va graisse? se fixer sur le Ou bien au niveau cellulaire? répresseur. Il va Il va se fixer sur le répresseur. D'accord. Donc, au niveau cellulaire, là, il se fixe sur le répresseur. Le donc répresseur change de conformation. Oui, annulation de la fixation de l'opérateur. Donc, il y a annulation. Il ne peut plus se fixer sur l'opérateur. Et donc, qu'est-ce qui va Ce se qui va passer? laisser le promoteur libre. Donc, promoteur. Donc, promoteur, au niveau de ce promoteur, il y a possibilité de fixation de quoi? Il y a possibilité de fixation de quoi? Si le promoteur il est libre, donc il peut fixer quoi? ARN polymarase. Donc il peut fixer, donc là, donc on va résumer ça, on va mettre comme ça. Donc il n'y aura pas fixation sur l'opérateur, et donc là, il y a possibilité d'avoir la transcription de l'opérant LAC. D'accord. Mais c'est une transcription qui est, comment? Elle est Faible. 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 Ça, c'est très important. Donc, mais en même temps, on a le glucose. D'accord? Le glucose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la concentration de l'AMP cyclique. Et donc, dans ce cas-là, on a le cap, il est inactif. D'accord? C'est ça, on est dans cette situation-là. Et cette situation-là, au départ, présence de lactose, on a une transcription faible de l'opérolactose qu'on est indétectable, et en même temps, on a le glucose qui est là, et il va diminuer l'AMP cyclique, le cap il est inactif. Regardez là, à ce moment-là. Pardon. Je me suis trompé tout à l'heure. Ça, c'est cette partie-là. Non. Regardez, le glucose commence à être dégradé. À un moment donné, il devient faible. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Le glucose, il y a moins de glucose. Donc, moins de glucose. Augmentation de la MP cyclique. Voilà, d'augmentation de l'AMP cyclique. Et donc, le cap. Ce qui va rendre le cap actif. Le cap, il peut fixer l'AMP cyclique et donc le cap, il devient actif. Le cap fixe l'AMP cyclique et il devient actif. Donc, il devient actif. S'il devient actif, voilà, cap, il est actif. Donc là, il va agir sur la transcription.
Donc là, il va de activation de la transcription. Au lieu que ça soit faible, il va devenir actif. Et c'est ça ce qui se passe. On va voir la quantité de synthèse là, les ARN messagers vont être en grande quantité. Là, une transcription devient active, une grande quantité. Et on peut avoir la bêta-galactosidase. C'est ça qui apparaît ici. Et là, et quand il y aura la bêta-galactosidase, il peut dégrader le lactose. D'accord? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas un problème au niveau de mon système. Il faudrait que la prochaine fois, je me rappelle et j'arrête la synchronisation. Voilà, la synchronisation. Je vais voir si je peux l'arrêter dès maintenant. Mettre synchronisation, option. Pardon, il faudrait que j'arrête la synchronisation. Synchroniser automatiquement. Voilà. Sinon, il ne va pas nous laisser. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc voilà. Là, vous comprenez maintenant ce schéma-là. Au niveau moléculaire, comment ça se passe? Ce n'est pas parce que le glucose il est simple, parce que le système-là est basé beaucoup plus, parce que le glucose il va agir sur l'AMP cyclique. Et là, ce que je ne vous ai pas dit, que normalement tout à l'heure, il y a également, quand on regarde les promoteurs, l'utilisation même de galactose, c'est un sucre simple, il a un promoteur faible. Les enzymes, le premier enzyme qui va permettre la dégradation, le changement de galactose, c'est un promoteur faible également pour l'utilisation là. Quand on voudrait utiliser même le lactose, c'est un promoteur faible. Pardon, le galactose, c'est un promoteur faible. Et le cap qui va agir, c'est le cap qui va l'aider à activer. Donc, ce cap-là, quand j'ai écrit ici, regardez, j'ai dit l'opérolactose, ce n'est pas seulement pour l'opérolactose, il se fixe sur d'autres parties, sur certains gènes, certains promoteurs de gènes, il les active, tout ce que, normalement, les autres gènes qui peuvent aider à peut-être, c'est-à-dire s'il y a, c'est pas le galactose, peut-être le maltose et tout ça, pour le dégrader, pour les utiliser. Donc, ce cap-là, il joue un rôle très important. Il va activer d'autres systèmes pour l'utilisation d'autres sucres. S'il y a le glucose, il est inactif. S'il n'y a pas de glucose, il devient actif et il va agir sur les autres parties pour essayer de dégrader les autres. Et là, bien sûr, ça dépend. Par exemple, le lactose, il est déjà activé, mais regardez, la présence de lactose et de glucose, il est activé, mais il ne peut pas être transcrit, cet opérant. Pour qu'il soit bien transcrit, qu'il soit une transcription importante, il faudrait l'activateur. Et donc, dans ce cas-là, on a vu, voilà, vous avez les détails, ça, ce que je viens de vous expliquer. Mais là, il faudrait regarder ce système-là, c'est la base de toute régulation pour comprendre la régulation, de manière générale, que ce soit prokaryote ou eucaryote. Là, c'est un système, bon, je l'ai résumé en presque quelques, c'est-à-dire dans cette séance, mais en fait, ça dépend de c'est-à-dire comment le regarder dans son ensemble. Parce que c'est un système, si vous le regardez également, on ne voudrait pas, parce que vous n'avez pas la base de la génétique microbienne, également de la génétique microbienne, tout ça, c'est un système qui peut peut-être prendre tout le cours, presque la moitié du cours, de notre cours. C'est-à-dire peut prendre, on peut s'étaler sur ce système-là. C'est pas un problème un problème de ça. Je vais l'arrêter. Il y a ce système-là, on peut, c'est-à-dire le regarder de plusieurs côtés, côté moléculaire, biochimie, côté génétique et tout ça. Et ça peut prendre même 10 heures de cours. Moi, j'avais eu un cours de presque une dizaine d'heures, vers vraiment, c'est-à-dire ça, c'est quand j'ai été à votre niveau, mais on était beaucoup plus, c'est-à-dire il était orienté beaucoup plus vers la génétique et la biologie moléculaire. Et dans ce cas-là, c'est de regarder toutes les parties, et ça, c'est très, très important pour comprendre le système de régulation. C'est un système qu'on peut l'étaler sur plusieurs points, mais il faudrait avoir une base de génétique microbienne. Si vous n'avez pas la base de génétique microbienne, on ne peut pas y aller très loin
dans ce système pour comprendre encore davantage. Mais là, déjà au côté moléculaire, pour comprendre cette régulation, elle est très importante. Là, on s'est intéressé beaucoup plus à cette régulation et qui est à l'échelle de l'initiation de la transcription et qui est très important. Il y a deux systèmes. Le système répresseur qu'on a, répresseur comme le lac I, répresseur, c'est un contrôle, là, il est négatif, parce que la présence de répresseur, la fixation de répresseur empêche la transcription. C'est négatif. Il n'y a pas de transcription. D'accord? Et un contrôle positif, c'est l'activateur le cap. Il active. C'est un plus. L'autre, là, c'est un moins. Contrôle négatif. Là, c'est un plus. Contrôle positif, c'est l'activateur. Donc, on a deux systèmes, un répresseur et un activateur. Le premier système, c'est le répresseur, ça c'est le lac I. Et l'activateur, c'est le cap. Donc, on a un système qui est très, très intéressant. Il a travaillé sur ça. Il y avait pas mal de travaux de François Jacob. Ce sont des travaux très importants, mais en utilisant tout ce qui est la génétique microbienne. Alors, on va passer directement. Je ne vais pas tarder sur les autres parties de régulation. On va passer directement, parce que déjà, on est en retard, beaucoup en retard. C'est-à-dire, le retard, c'est presque... On est arrivé presque une vingtaine d'heures et on est toujours au niveau du chapitre 3. Normalement, on devrait passer au chapitre 5, mais là, on va voir tout d'abord le chapitre 4 avant de continuer. D'accord? Alors, chapitre 4, les mutations ponctuelles. Chapitre 4, mutations ponctuelles. Au niveau de ces mutations, au niveau de ces mutations, les mutations ponctuelles, ce qui nous intéresse dans ce cours-là, je ne sais pas ce qui se passe là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? monsieur. Un problème de reconnexion, un problème, je ne sais pas ce qui se passe. Ou bien quelqu'un qui est déconnecté se reconnecte, il y a un problème. Bon, de toute façon, bon, on continue. Alors, les mutations ponctuelles. Les mutations ponctuelles, comme le nom le dit, ça va concerner combien de bases, en fait? Ça va concerner combien? Ponctuelles. Une base. Une seule. Et une seule, c'est pas une seule. Normalement, ça prête à confusion toujours pour les gens. Les mutations ponctuelles, ça peut être 1, 2, 3, 4, quelques nucléotides, quelques bases. C'est pas... D'accord? C'est quelques bases. Pas plusieurs bases, mais quelques bases. 2, 3, 4, ça rentre toujours. On appelle ça, ce sont des mutations ponctuelles. Pour différencier ça, ce que vous avez vu au niveau de la génétique, tout ce qui est au niveau de des mutations qui sont soit des grandes délétions, des translocations, tout ça, c'est de la génétique fondamentale que vous avez vu déjà au niveau de la génétique fondamentale peut-être, mais là, ce qui nous concerne, nous, c'est de regarder les mécanismes moléculaires qui causent ou bien qui sont derrière ces mutations ponctuelles. C'est ça ce qui nous intéresse, qui va concerner quelques bases, 1 ou 2, 3 bases. D'accord? Il y a une définition moléculaire d'abord de la mutation. Alors, la mutation, pour nous, au niveau moléculaire, c'est tout changement de séquence d'ADN. Un changement d'ADN, là, c'est une mutation pour nous. Mais définition génétique de la mutation, que la modification du matériel génétique, le génotype, elle est décelable par un changement héréditaire qui va intervenir au niveau d'un ou plusieurs caractères, mais qui est transmissible, qui va se transmettre. Ça, c'est la mutation au niveau génétique. Il va se transmettre, c'est pour ça qu'il y a de l'hérédité derrière. Et donc, on va voir, donc c'est un changement qui est héréditaire. D'accord. La définition moléculaire, c'est de regarder, c'est-à-dire les changements, c'est-à-dire au niveau de la séquence d'ADN. Et ces changements-là, quand on les regarde, parfois, il n'y a même pas de phénotype. C'est-à-dire, il y a une mutation, mais parfois, on n'a pas un phénotype. Ça ne donne pas de phénotype. On va les voir, ces cas. Alors, le taux de mutation, on a déjà parlé de taux de mutation. Au niveau de la base,
d'une paire de bases. Je vous ai parlé de 10-9 à 10-10. Vous vous rappelez quand on a parlé de la réplication? Quand on va prendre là, quand on prend un gène, là, toujours quand on prend un gène, on parle généralement au niveau de la bactérie. Et de la bactérie, c'est généralement en moyenne, c'est 1000 paires de bases par gène. C'est une moyenne, mais il y a des plus petits, des grands. Donc ça c'est la moyenne. Et quand vous avez une moyenne là, donc la mutation au niveau d'un gène, c'est 10, c'est-à-dire là, c'est 1000, 10 moins 3, c'est 10 moins 6 à 10 moins 7 par gène. D'accord? Et puis, dans le génome, c'est 1 tous les 300 générations. C'est 3 fois 10 moins 3. Alors, on va voir un exemple. Toujours, je donne cet exemple. Ça m'apparaît un peu très important. Ça rapproche ce que vous voyez, ce que vous avez dans votre système. Et ça résume un petit peu de certaines notions de génétique. C'est le système ABO. D'accord? Le système ABO. Voilà. On va voir. ABO. Vous connaissez le système ABO? C'est quoi? En fait, ce que je voudrais dire par ABO, qu'on a chez l'homme, c'est quoi? Le groupe sanguin. Le groupe sanguin, tout simplement. C'est le groupe sanguin ABO. Donc, vous êtes soit A, soit B, soit O, soit AB. Oui ou non? Ça, vous le savez. Alors, l'enzyme qui contrôle ce système, le locus, ça c'est le locus, on va appeler le locus ABO. Qui va le contrôler? Donc, l'enzyme, cette locus, il code, là, le gène, il code pour le galactosyl transférase. Donc, c'est une enzyme qui transfère un groupement, un sucre, le galactose. Donc, au niveau de votre désématie, vous allez avoir, au niveau de cette anti-Z, il y aura fixation de galactose. Bon. Ce galactosyl transférase, donc, premièrement, on va mettre là, il y a une mutation qu'on va voir, c'est l'allèle O. Une mutation, en fait, c'est une délétion, une petite délétion. Et on a au niveau de cette galactosyl transférase, et donc l'enzyme, il n'y a pas d'enzyme. Là, on aura cette enzyme-là, il n'y a pas d'enzyme, le galactosyl transférase. Donc, il ne va pas rajouter le galactose. Donc, il ne va pas rajouter, donc il y a moins de galactose. Tout simplement, il y a un seul sucre qui manque. Il reste les deux, le A et le B. L'enzyme, il est actif. Mais ce galactosyl transférase, il utilise un cofacteur. Le cofacteur ici, ça s'appelle UDP, N-acétyl galactose. Et là, dans ce cas-là, il utilise l'UDP galactose. Donc, la différence entre les deux, c'est celui-là. Il utilise l'UDP, c'est-à-dire un cofacteur qui contient l'UDP in acétylgalactose et l'autre UDP galactose. Et donc, celui-là, il va rajouter plus galactose.
Et celui-là, il va rajouter le N-acétylgalactose. Vous voyez entre les trois, qu'est-ce qui est la différence? Le premier, le O, c'est un mutant où il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il ne va même pas synthétiser, il y a une délétion, il ne peut pas synthétiser cette enzyme galactosytransférase, donc il ne va rien rajouter, il ne va pas rajouter le galactose sur cet antigène-là au niveau des hémacines. Par contre, le système, le groupe sanguin au niveau de A, il a il y a l'enzyme, mais là, il peut fixer l'UDP, une acétylgalactose. Et ce N-acétylgalactose, il va être rajouté au lieu, il va rajouter une N-acétylgalactose au niveau de cet antigène. Par contre, le B, il fixe l'UDP galactose, cette enzyme, et il va rajouter le galactose au lieu de N-acétylgalactose. Donc, c'est une mutation, c'est seulement la différence, une mutation entre le A et le B de galactosytransférase. Et dans le premier, il fixe ce cofacteur, et dans le deuxième, il accepte un cofacteur de galactose. Il ne peut pas accepter ce cofacteur. Donc, c'est une mutation où il y a un changement, et le premier, il va accepter un cofacteur particulier, l'autre un autre cofacteur. La seule différence, c'est une acétyl. Et vous voyez, bien sûr, vous connaissez les répercussions, c'est-à-dire s'il y a un problème de transcription, qu'il y a des erreurs au niveau de transcription, ça pose tout un problème. Vous savez ça. Ça, vous le savez. Et donc, entre le système OAB et seulement la différence, absence de galactose, présence de galactose, ou bien au lieu de galactose, présence de acétylgalactose. D'accord? Et c'est ça, vous avez ça, un résumé ici. Regardez le A. Il va rajouter le N-acétylgalactose. Le B, il va rajouter le galactose sur cet antigène, le galactose. Et bien sûr, le O, il ne va rien rajouter. D'accord? Voilà, déjà vous avez, c'est un antigène qui contient le ficose galactose. Et on va rajouter, dans ce cas-là, ficose au niveau de l'antigène B, ficose galactose, on rajoute galactose. Dans celui-là, il y a ficose galactose, on rajoute N-acétylgalactose. Et dans ce cas-là, ficose galactose, elle va rester telle qu'il. Et la différence, la délétion, il y a un changement également là entre les deux de 4 acides aminés. Voilà. La différence entre les deux enzymes A et B est au niveau de 4 acides aminés. Une différence de 4 acides aminés entre les deux. Et c'est ça qui a changé cette problématique, qui a changé qui a différencié entre A et B, un changement de 4 acides aminés de différence entre les deux protéines, une différence de 4 acides aminés. Et c'est ça qui va affecter la reconnaissance de ces deux cofacteurs. Par contre, l'allèle O, c'est une petite délétion qui élimine l'activité de galactosytransférase. D'accord. Alors, on continue sur ça. Là, on a vu. Donc, voilà au niveau de cette locus A, B, O, on a soit le A, soit le B, soit le O. Comment on appelle le A, B, O? Comment on va les appeler? C'est quoi ça, le A, B, O? Le A, le B et le O au niveau génétique. C'est quoi? Des allèles. C'est des allèles. Donc, on a combien? On a 3 allèles. A, B et O. Alors, nous sommes des diploïdes. Nous sommes des diploïdes. Donc là, on va regarder les différents au niveau du génotype possible. Nous sommes des diploïdes. Donc, le A on peut avoir un allèle A sur un chromosome. Le chromosome homologue, on va retrouver A. Comme on peut avoir A et O. Et on peut avoir A et B. De la même manière, B peut se retrouver B avec A et B avec O. Et le O, voilà, peut se trouver avec O. Donc, combien de génotypes? On a 6 génotypes possibles. D'accord.
Maintenant, on regarde au niveau de phénotype. Le phénotype, donc quand il y a AA, donc le phénotype, ça va être quoi? A. A. Et AO, A. A. A, parce que O ne donne rien. Donc A, il y a l'enzyme, il va partout rajouter le N-acétylgalactose. Oui ou non? Partout, il va rajouter le N-acétylgalactose parce que le A, il y a l'enzyme. Donc on a dans la cellule, il y a l'enzyme. Donc il peut rajouter partout. Le O, il n'y a pas d'enzyme, donc c'est récessif, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas d'enzyme, il ne donne rien. Mais le A, il est dominant. Le A, il est dominant. Pourquoi dominant? Parce qu'il y a l'enzyme, donc il peut rajouter. Donc là, au niveau de la, regardez la dominance récessivité. Donc ce cas-là, on va dire, voilà, on peut rajouter ça. Maintenant ici, on va dire A est dominant par rapport à O. D'accord? O, comment il est? Récessif. D'accord? O récessif. Donc, O récessif. Et là, qu'est-ce qu'on a en plus? Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, en fait, c'est une perte de fonction. Et là, on a la fonction des positifs. C'est plus. Donc, c'est positif là. Donc, la fonction A, elle est là. Elle va rajouter partout tous les antigènes. On n'aura pas qu'un antigène qui ne contient pas le galactose. Tous les antigènes, il y aura du N-acétylgalactose. Donc, il domine. Il domine. Vous voyez comment maintenant la dominance, c'est un peu différent à l'échelle moléculaire. Quand on regarde à l'échelle moléculaire, c'est un peu différent. Là, l'enzyme, il est là. Il va dominer. Il va rajouter partout le N-acétylgalactose. Regardons après pour le B. Là, là c'est le BB, ça va donner grand B. C'est simple, hein, ça. Il va rajouter le galactose partout. Et le BO, qu'est-ce qu'il va rajouter ici? Là, on a le B, il va rajouter le galactose, eux, il ne fait rien. Donc, c'est une dominance, bien sûr. B, il est également ici. Il est dominant. Donc, B, dominant par rapport, bien sûr, à O. Oui ou non? Donc là, il est dominant. Et également là, la fonction, il est plus dans ce cas-là. Il rajoute le galactose. Alors, quand on regarde, bien sûr, on va regarder là le O, comment il est. Il n'y a pas d'enzyme, il ne va pas rajouter de galactose. Les deux allèles, les deux gènes, ils ne vont pas rajouter de galactose. O et O, les deux gènes qui sont localisés sur les deux chromosomes, sur le chromosome homologue, ils ne peuvent pas rajouter. Et donc là, c'est O. Et là, par contre, là, on a A et B. Donc là, on a les deux enzymes, ils vont exister dans la cellule. Un gène sur un chromosome, l'autre gène sur un chromosome. L'allèle A sur un chromosome, c'est le gène pour A. L'allèle B sur l'autre chromosome, c'est le gène B. Donc, on aura synthèse des deux enzymes, les deux enzymes, les galactosyltransférases, qui vont accepter deux cofacteurs. Chacun il va accepter le cofacteur. Un va accepter le cofacteur N-acétylgalactose et l'autre, il va accepter le UDP galactose. Et dans ce cas-là, ils vont transférer, le premier va transférer, le A va transférer le N-acétylgalactose sur certains antigènes, et l'autre, il va rajouter le galactose. Donc, c'est une compétition entre les deux. Et donc, on aura, au niveau, sur les antigènes, au niveau de l'hématie, on aura soit le N-acétylgalactose, soit le galactose. Et donc, dans ce cas-là, on a les deux phénotypes. Les deux antigènes. Et dans ce cas-là, ça va être, au niveau de phénotype, A, B. Donc, l'un ne domine l'autre. Donc, A et B, ils sont comment? Ils sont A et B. Codominant. Ah, voilà. A et B sont codominants. L'un ne domine pas l'autre. Et donc, sont codominants. Et bien sûr, là, on a combien de phénotypes? On a 3. Combien de phénotypes? 4 phénotypes. Alors, voilà un résumé. Vous voyez la dominance, la récessivité, la perte de fonction. Et là, vous voyez pourquoi on a codominance.
parce qu'il y a les deux activités en même temps qui peuvent travailler, qui peuvent rajouter sur l'antigène. Il y a les deux activités enzymatiques qui vont marcher en même temps et ça nous donne une codominance. D'accord? Voilà un résumé. Ça vous donne ça. Regardez le génotype, phénotype, dominance, récessivité, codominance. Ça, c'est pour ça que ce système-là, il est très important. Ça aide à comprendre un peu l'ensemble de cette génétique. Un petit, bon, ça vous aide à comprendre le phénotype, génotype et tout. D'accord. Alors, on va arrêter ici et reprendre lundi. Lundi, c'est à quelle heure? C'est 10h30, c'est ça? Ou bien c'est 8h30 ou 10h30 lundi? C'est 10h30. Donc, lundi, 10h30. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous avez des problèmes ici? Est-ce que vous avez compris? Vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord. Oui, monsieur, non, c'est bon, c'est clair, Bon, merci. c'est clair, pas de problème. Essayez de réviser chaque fois votre cours. Je ne voudrais pas avoir des problèmes quand on va généralement les TD. On va commencer. Normalement, le cours se devrait terminer la semaine prochaine et on va commencer les TD. La semaine prochaine, je vais vous envoyer les TD. Généralement, je vais essayer de vous envoyer parce que je vais revoir tous les TD. Tous les TD que... revoir les exercices qui seront adéquats pour vous, qui seront vraiment très importants. Et généralement, on devrait commencer la semaine d'après les TD. D'accord? On devrait terminer le cours de LST la semaine prochaine. Le cours de DISA va encore continuer après. On va commencer les TD pour la LST. D'accord. Alors, bon, c'est à lundi, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci, monsieur.